Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à deux volets importants, mais deux volets ayant fait partie d'un sommet très important, le sommet qui s'est tenu à Paris durant la semaine dernière et auquel a pris part le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, un sommet dont les négociations, dont les séances de travaux étaient consacrées à la période transitoire du Soudan, au financement et, si vous voulez, à l'appui que l'on pourrait accorder aux économies africaines et aussi à Gaza, compte tenu de l'escalade de la situation dans une tentative de parvenir à un cessez-le-feu et de parvenir évidemment à une issue pacifique pour un conflit qui perdure depuis des décennies. Pour nous donner des éclaircissements ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Hicham Mourad, professeur de sciences politiques à l'Université du Caire. Dr Hicham Mourad, bonsoir et bienvenue avec nous. En fait, nous avons trois volets à débattre aujourd'hui, mais à commencer tout de suite par le sommet qui s'est tenu à Paris et qui a consacré une bonne partie des séances de travaux à la question de Gaza. Une escalade à l'improviste, subite, qui s'est passée récemment, à une période un peu étonnante, étant donné que c'était vers la fin du mois de Ramadan, un mois durant lequel on ne s'attend pas du tout à des situations pareilles. À votre avis, est-ce que c'était vraiment à l'improviste ou est-ce que c'est une relation de cause à effet ou c'était planifié? C'est stratégique, c'est une escalade stratégique. Écoutez, c'était un petit peu prévu pour ceux qui suivaient un petit peu la situation dans les territoires occupés. Je ne dirais pas qu'on n'est pas sûr que ça allait arriver, mais en fait, il y avait plusieurs développements qui ont abouti et qui, pour les observateurs, ils auraient pu bien sûr imaginer qu'une flambée de violence puisse arriver à ce moment-là. Il y a trois développements importants qui se sont arrivés récemment, à la fin du mois du Ramadan presque, dans les territoires palestiniens. Le premier événement ou le premier développement est arrivé à Jérusalem, dans le quartier de Sheikh el-Jarrah, où il y a eu plusieurs cas d'expulsion de Palestiniens de leur maison qu'ils ont hérité, dans lesquels ils ont vécu depuis des générations, depuis des dizaines d'années. En fait, il y avait des procès intentés par un certain groupe de colons devant la justice israélienne. Et en première instance, il y avait des décisions qui ont été prises pour expulser un certain nombre, quelques dizaines de Palestiniens dans cette banlieue de Jérusalem, dans la partie arabe de Jérusalem. Et effectivement, ils ont pris des décisions et on était en fait à quelques jours de la confirmation de ces décisions de justice par la Cour suprême israélienne, puisque la Cour suprême a été saisie de ces cas d'expulsion et normalement la Cour allait confirmer. Donc c'était je dirais, une tension et ça a donné lieu à des échauffourées, à des frictions, parce qu'il y a un certain nombre de colons se basant sur la décision de première instance de la justice israélienne, ils ont commencé déjà à essayer d'expulser, de s'introduire dans les maisons. Donc il y avait quand même des accrochages un petit peu entre Palestiniens et Israéliens. Ça, c'était un premier événement. Il y a un deuxième événement très important, c'est que normalement, le 22 mai, devaient avoir lieu les élections législatives palestiniennes. Or, la tenue de ces élections qui ont été reportées finalement sur décision du président palestinien Mahmoud Abbas. Pourquoi? Parce que justement, les autorités israéliennes empêchaient les Palestiniens vivant à Jérusalem de pouvoir voter. Donc, il empêchait déjà les candidats au Parlement palestinien de tenir des meetings ou des rassemblements, bien sûr, électoraux, et également empêcher les Palestiniens, les citoyens palestiniens de se réunir ou de mener des activités politiques en faveur de tel ou tel parti ou de tel ou tel candidat. Et en raison de ce harcèlement, de cette interdiction, justement, l'autorité palestinienne a décidé de reporter sine die les élections. Ce qui a également causé une sorte, bien sûr, de problème politique majeur, puisque ces élections, on l'attendait depuis des années également, depuis 15 ans.
Ça, c'est deux événements qui concernaient Jérusalem en particulier. Bien sûr, les Palestiniens comprenaient que cette histoire, enfin, ces décisions israéliennes avaient pour objectif de chasser les Palestiniens et de confirmer la souveraineté israélienne sur la partie arabe de la ville. Bien sûr, ce sont deux événements, je dirais, provocateurs qui ont déjà fait monter la tension entre Palestiniens et Israéliens. Et puis venait un troisième événement qui a jeté un peu de l'huile sur le feu et qui était le 10 mai, donc très récemment également vers la fin du mois du Ramadan, 3 jours avant la fin du Ramadan, 2 jours même, et ce qui était la journée de Jérusalem. C'était une journée célébrée par les Israéliens et qui marquait leur occupation et leur annexion de la partie arabe de la ville. Et dans cette journée, ils menaient des activités, des manifestations qui narguaient un petit peu les Palestiniens et qui faisaient également monter la tension. C'est-à-dire ils faisaient une sorte de défilé qui passait par la porte de Damas. C'était l'une des portes principales de l'ancienne ville. Et il empêchait les Palestiniens de se trouver là-bas. Il fermait les magasins, la police israélienne fermait les magasins des Palestiniens aux alentours. Et pendant ce défilé, il provoquait également les Palestiniens par des chants, par des insultes, etc. À votre avis, est-ce que ces provocations sont des provocations stratégiques? Est-ce que c'est un plan? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ces provocations? Écoutez, du côté des Israéliens, c'est clair, on sait les objectifs. L'objectif, c'est de confirmer leur souveraineté sur la ville sainte, puisque les trois événements, en fait, concernaient Jérusalem, la partie arabe de la ville. Et c'était, je dirais, un message politique dans le sens, vous, Palestiniens, vous ne pouvez pas prétendre à la partie arabe de la ville que vous voulez, bien sûr, faire comme capitale de leur futur État, etc. Et est-ce que c'était délibérer les trois événements ensemble ou c'est un concours de circonstances? Parce qu'en fait, les élections palestiniennes, c'était les Palestiniens qui ont choisi la date, hein, le 22, hein, c'est-à-dire après le Ramadan, 2 semaines après le Ramadan, quelque chose comme ça. C'était choisi par les Palestiniens. Et on savait que les Israéliens allaient interdire toute activité politique, bien sûr, ou rassemblement électoral, etc. Le défilé, la journée de Jérusalem se faisait en fait tous les ans. Hein. Il y a toujours, et qui a donné lieu toujours à des frictions et des affrontements avec les Palestiniens, entre Palestiniens et Israéliens. Hein. Donc ce n'est pas nouveau. C'est peut-être la décision de justice qui concerne le quartier de Sheikh Jarrah qui était un peu nouveau, qui tombait vers la moitié du mois de mai. Donc le concours de circonstances de ces trois événements ensemble a provoqué. C'est vrai que, bon, parmi les théories qui circulent, c'est que le Premier ministre israélien, qui se trouve dans de grandes difficultés politiques, hein, aurait pu penser éventuellement de faire monter la tension et de provoquer les Palestiniens, de provoquer une crise politique avec les Palestiniens pour augmenter ses chances de se maintenir au pouvoir. Vous savez très bien que juste avant, le président israélien lui a donné une chance pour former le gouvernement, puisque son parti, le Likoud, a obtenu le plus de voix, enfin le plus de sièges aux dernières élections de mars. Il a échoué à former le gouvernement et le président israélien, il y a également, pendant le mois de Ramadan, a finalement chargé quelqu'un d'autre de l'opposition de former le gouvernement. Et bien sûr, une flambée de violence comme ça, face aux Palestiniens, etc., fait bien sûr rassembler les Israéliens autour du chef de l'État, etc., en utilisant la manière forte et la violence, etc. On sait toujours que ce type d'attitude ou de ce type de politique qui a un trait un peu national, bien sûr, favorise celui qui se trouve au pouvoir. S'il se trouve devant des difficultés, il allait perdre en fait parce que c'est quelqu'un d'autre qui était chargé, il n'a pas pu encore former bien sûr le gouvernement, mais ça peut verser en faveur du Premier ministre actuel, éventuellement changer un peu l'équilibre interne, politique interne et favoriser ses chances éventuellement, dire que finalement voilà, c'est un homme militaire, il a une formation militaire, Netanyahou, et il a bien sûr une toute longue tradition
position d'hommes politiques très fermes, etc., avec les Palestiniens, qui utilisent bien sûr toujours la manière forte, etc. Par contre, celui qui est pressenti pour être le Premier ministre n'a pas cette formation militaire, donc il aurait pu éventuellement bénéficier de ce contexte de tension, de violence pour sa carrière politique, en fait, qui allait prendre fin. Donc ces provocations sont une des tergiversations israéliennes pour des fins politiques en faveur d'Israël. C'est tout à fait possible, et surtout, je l'ajouterai peut-être, la Cour suprême israélienne a été saisie de la question du défilé et pour qu'elle modifie l'itinéraire, pour ne pas passer par là. Vu le contexte très déjà tendu et la Cour suprême a refusé de modifier l'itinéraire de défilé. Ça, c'est c'est un message, c'est un symbole un petit peu. Est-ce que c'est lié également au pouvoir politique et cette intention de Netanyahou de provoquer cette violence? C'est tout à fait possible. Il faut dire que le chef de l'État a regagné le Caire hier suite aux travaux du sommet qui s'est tenu la semaine dernière à Paris, une visite officielle qu'il a menée, au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron et de la coopération bilatérale, outre des dossiers d'intérêt commun, notamment la cause palestinienne. Assisi a pris part lors de cette visite à la conférence pour le soutien à la transition du Soudan, ainsi qu'au sommet sur le financement des économies africaines. Voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé que l'Égypte présentera un don de 500 millions de dollars dans le cadre d'une initiative égyptienne pour la reconstruction de la bande de Gaza après les derniers événements, a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne, l'ambassadeur Bassem Radi. Les entreprises égyptiennes spécialisées devront prendre part à ces opérations de reconstruction, a fait savoir le chef de l'État lors de sa participation au sommet tripartite Égypte-Jordanie-France tenu à l'Élysée. Le président el-Sisi a alarmé contre la dangerosité des conséquences qui peuvent découler des tentatives visant à changer la situation démographique de la ville d'Al-Quds. Des tentatives qui nécessitent un arrêt immédiat, a renchéri le président el-Sisi lors de sa participation au sommet tripartite à l'Élysée sur la Palestine, avec la participation du président Emmanuel Macron et par visioconférence du souverain jordanien le roi Abdullah II. Le chef de l'État a appelé la communauté internationale à inciter Israël à arrêter l'escalade actuelle avec les factions palestiniennes en Cisjordanie et à la bande de Gaza afin de retrouver le calme et de commencer les efforts internationaux pour apporter le soutien et les aides aux Palestiniens. L'Égypte appuiera, a dit le président, tous les efforts internationaux visant à mettre un terme à la tension et à arrêter les fusions de sang et les pertes humaines et matérielles. Le Conseil égypto-européen a salué l'initiative du président el-Sisi portant sur la reconstruction de la bande de Gaza. Le Conseil, conduit par le député Mohamed Abou-Laïnin, a appuyé les tentatives du chef de l'État et ses efforts visant à tendre les ponts de paix entre les peuples. Le Conseil a appelé les pays du monde, les organisations et institutions internationales concernées à assumer le rôle en soutenant la cause palestinienne et parvenir à un accord global et équitable garantissant les droits du peuple palestinien et le rétablissement d'un État indépendant conformément aux références internationales en la matière. Et de préciser que cette initiative affirme au monde entier les positions historiques adoptées par l'Égypte, soutenant la cause palestinienne et apportant le plein appui aux Palestiniens. Docteur Hicham Mourad, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Caire et on aimerait jeter la lumière sur l'initiative égyptienne. Nous sommes face à une crise, il s'agit de nos frontières, d'un étendue stratégique de notre propre sécurité. L'Égypte a de tout temps joué un rôle quant à la cause palestinienne. L'Égypte a joué le rôle d'intermédiaire, que ce soit entre Fatah et Hamas ou entre Israël et l'autorité palestinienne. À votre avis, qu'est-ce qui fait que cette cause perdure depuis des décennies?
Israël ne veut-elle pas parvenir à une vraie paix juste et globale? Est-ce que c'est le côté palestinien qui a des demandes qui ne sont pas faisables? Nous parlons d'une coexistence pacifique. Qu'est-ce qui entrave cette coexistence? Écoutez, c'est pas très difficile à dire. Hein. On sait très bien que c'est Israël qui veut imposer sa propre vision des choses. C'est clair que depuis le début, ils veulent la terre et la paix. La solution est très facile et très connue. L'ensemble de la communauté internationale reconnaît que pour vivre en paix entre Palestiniens et Israéliens, il faut deux États, c'est la solution à deux États, y compris les États-Unis, qui sont l'allié, le principal allié d'Israël au monde, reconnaissent que la solution est celle d'une solution à deux États, vivant en paix l'un à côté de l'autre. Et on sait très bien que les contours de cet État se trouvent selon les lignes de frontières de 67, de juin 67, bien sûr avec éventuellement quelques modifications mineures ou d'échanges de terrain entre les deux États, et avec également la division, la partie arabe de Jérusalem reviendrait à l'État palestinien, alors que la partie occidentale, et on peut envisager aussi pour les lieux saints un système particulier, éventuellement sous l'égide ou le patronage des Nations Unies, etc., pour permettre bien sûr la libre circulation des fidèles de toutes les communautés ou de toutes les religions. Donc on sait très bien les grandes lignes de cette solution qui peut faire finalement nous faire parvenir à la paix finalement après 60 ans ou plus, depuis 48. Donc c'est pas très difficile, on sait très bien, et on peut parler, bien sûr, les négociations vont porter sur les détails de l'échange de terrain, etc., les conditions particulières, etc. Mais Israël refuse, c'est toujours, elle refuse, elle a annexé la ville sainte, et elle a déclaré État, capitale indivisible à vie d'Israël. Elle ne veut pas non plus accepter de recouvrer les terres en Cisjordanie. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours au même stade que celui des accords d'Oslo qui ont été conclus en 1993. Donc vous pouvez compter le nombre d'années qui s'est écoulé depuis cette date-là. Alors que cet accord pavait la voie, montrait le chemin à suivre en divisant d'abord les territoires palestiniens entre trois A, B, C, trois catégories, etc. Et normalement, ça devait, dans une première phase, et puis dans une deuxième phase, et dans une troisième phase, transférer ces terres à l'autorité palestinienne et régler la question du statut final de la ville sainte. Or, depuis cette date, depuis juste la première phase qui était la bande de Gaza et une partie de la Cisjordanie, qui a été uniquement transférée et encore, bien sûr, sous la supervision d'Israël, puisque Israël continue toujours de contrôler la terre, la mer, l'air au-dessus des territoires palestiniens. Donc c'est une souveraineté très, bien sûr, très réduite, je dirais, et refuse depuis cette date, en fait, de continuer l'application des accords d'Oslo et construire là-dessus. Donc on sait très bien, et cette solution, elle est reconnue par l'ensemble de la communauté internationale, mais c'est Israël qui refuse toujours de le reconnaître et de faire les concessions, je dirais nécessaires, concessions, mais en fait c'est le droit. Je ne veux pas aller dire que c'est Israël qui a usurpé tous les droits des Palestiniens. En fait, c'est le contraire qui devait avoir lieu. On ne peut pas appeler vraiment des concessions dans le sens où ce sont eux ce sont les Palestiniens qui devraient faire des concessions, en fait, sur leurs droits. Parce qu'on parlait d'un État sans armes, bien sûr, démilitarisé, etc., où les frontières éventuellement resteraient juste avoir une police, mais pas avoir d'une armée, etc. Et même ces solutions sont plus ou moins acceptées par les Palestiniens, pourvu qu'ils vivent en paix et en liberté, sous l'autorité qu'ils choisissent. Donc voilà, c'est pas, je dirais, c'est pas sorcier, c'est pas aussi difficile de savoir à qui, on sait, mais Israël refuse toujours d'accepter cette solution et refuse de l'appliquer. De toutes les manières, l'Égypte
entreprend des initiatives pour la reconstruction de Gaza. Le chef de l'État a déclaré ou a annoncé que l'Égypte présentera un don de 500 millions de dollars dans le cadre d'une initiative égyptienne pour la reconstruction de la bande de Gaza, outre une aide médicale et une aide humanitaire. Les détails. Des avions de chasse israéliens ont frappé les résidences d'au moins 6 dirigeants du mouvement palestinien Hamas à Gaza. L'armée prétend que chacun de ces sites abritait des infrastructures militaires, tandis que les sirènes avertissant de raids aériens hurlaient dans le sud d'Israël aux premières heures de jeudi. Le mouvement palestinien, le djihad islamique, revendiquait une nouvelle salve de roquettes. Les tirs de roquettes sur Israël par les groupes palestiniens et les frappes aériennes israéliennes s'étaient poursuivis en soirée. Le président américain a indiqué au Premier ministre israélien qu'il s'attendait à une désescalade significative aujourd'hui vers un cessez-le-feu, a indiqué la Maison-Blanche dans un bref compte-rendu d'un échange téléphonique entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu. Les États-Unis, qui revendiquent une approche diplomatique discrète, ont refusé de soutenir un projet français d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une cessation des hostilités. L'Assemblée générale de l'ONU doit se réunir jeudi au niveau ministériel au sujet du conflit israélo-palestinien. Dans la journée, 7 Palestiniens, dont un homme handicapé, sa femme enceinte et leur fille de 3 ans, ont péri à Gaza, dont les frappes et un 8e a succombé à ses blessures. Un journaliste d'une radio affiliée au Hamas a été tué par un raid sur son domicile. Déclenchée le 8 mai, la flambée de violence a coûté la vie à au moins 227 Palestiniens, dont 64 enfants. Docteur Hicham Mourad, l'Égypte a présenté un don de 500 millions de dollars dans le cadre de l'initiative égyptienne pour aider Gaza à tenir bon, si on peut le dire, et pour aider à la reconstruction de Gaza. Mais il faut dire qu'outre les sommes d'argent et outre l'aide humanitaire et médicale, l'Égypte joue un rôle politique dans une tentative de parvenir à une issue pacifique de la crise, dans une tentative de minimiser la tension, que ce soit la tension interpalestinienne ou la tension du conflit arabe-israélo-palestinien. On aimerait jeter la lumière davantage sur l'initiative égyptienne vis-à-vis de cette crise, de ce conflit israélo-arabe. Vous parlez du don des 500 millions. Que ce soit le don ou que ce soit l'initiative politique en général, le rôle que joue l'Égypte. Bien sûr, le don, on comprend, bien sûr, l'Égypte se considère avoir un rôle à jouer, une mission à jouer vis-à-vis de la population palestinienne. Ça a été toujours le cas, hein, c'est pas nouveau. L'Égypte, c'est le plus grand pays arabe qui a toujours historiquement tenu un rôle de premier plan vis-à-vis de la question palestinienne et de tout temps, hein, qu'il s'agit de négociations ou de réconciliation interpalestinienne. Alors, j'ai toujours joué d'ailleurs, c'était au Caire que les dernières réunions, enfin les dernières rencontres de réconciliation entre l'autorité palestinienne qui tient la Cisjordanie et le mouvement Hamas qui tient la bande de Gaza, c'est les rencontres de réconciliation qui ont permis finalement aux deux parties de s'entendre sur la tenue d'élections législatives pour faire avancer les choses. Et ça passait au Caire, hein, récemment, il y a quelques mois. Donc l'Égypte a toujours joué ce rôle maintenant et historiquement. Donc c'est pas nouveau, hein, surtout dans cette... Et je dirais l'Égypte est un peu également le parrain, le mentor de la question palestinienne. Elle a toujours joué ce rôle de premier plan vis-à-vis de la communauté
communauté internationale, également il s'est présenté ou défendre la question palestinienne devant les grandes puissances vis-à-vis de la communauté internationale. Elle joue le rôle principal. Je ne dis pas que c'est exclusif à l'Égypte, bien sûr. Il y a d'autres pays comme la Jordanie, par exemple, puisqu'elle se trouve également en premier plan. Hein. Elle partage les frontières avec la Cisjordanie, l'Égypte partage les frontières avec la bande de Gaza, et les deux jouent un rôle, mais vu le poids, bien entendu, de l'Égypte et le rôle historique qu'elle joue, bien sûr, elle joue le premier rôle, je dirais. Hein. Donc, c'est pas nouveau. Hein. Également, vis-à-vis d'Israël, l'Égypte maintient des rapports avec Israël. Elle a tenté à plusieurs reprises, bien sûr, de faire modifier, je dirais, la position d'Israël, mais Israël reste intransigeant, y compris vis-à-vis des Américains. Même les administrations américaines, je ne dirais pas une seule administration, les administrations américaines successives ont essayé à plusieurs reprises, à part l'administration de Trump qui a pris une position très très pro-israélienne, mais l'administration actuelle, les autres administrations qui toujours réclamaient et préconisaient, prônaient une solution à deux États, hein, comme je viens de le citer, et tenter à plusieurs reprises de faire plier Israël, mais ça n'a pas marché. Bien sûr, il y a les complications du système politique américain qui fait qu'il y a un certain équilibre entre l'administration d'un côté et le Congrès qui, bien sûr, est un fief de soutien à Israël, sans parler que l'administration elle-même soutient Israël, mais souvent les pressions sur Israël proviennent de l'administration, alors qu'il y a de l'autre côté un équilibre qui se fait avec le Congrès qui défend bec et ongle les positions d'Israël, avec un lobby bien sûr israélien, pro-israélien aux États-Unis, etc. Donc finalement, tous ces efforts, y compris bien sûr ceux de l'Égypte, mais aussi des grandes puissances, n'arrivent pas à aboutir vu que Israël joue un peu le langage des armes, le langage de la violence, hein, soutenu par les États-Unis, bien entendu. Qu'est-ce qui donne cette force à Israël, une force de défier le monde, les chartes et les traités internationaux? Est-ce uniquement le soutien américain? D'où parvient cet entêtement, si on peut le dire? Alors qu'Israël souffre aussi d'une instabilité, d'un manque de sécurité. Je parle de la population israélienne. Écoutez, il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a bien sûr la puissance militaire d'Israël. Hein. Israël joue sur ce plan, elle continue toujours d'avoir une puissance militaire très importante, soutenue très clairement par les États-Unis. D'ailleurs, on sait très bien, dans notre domaine de travail en politique ou en politique internationale, on sait très bien qu'il y a un accord tacite ou clair entre les États-Unis et Israël pour que Israël maintienne une avancée qualitative sur l'ensemble des pays arabes. De point de vue militaire, je veux dire. Hein. Donc, s'il y a une génération des armes plus avancées, c'est le premier État qui arrive à obtenir ces armes, et tout en déniant ce droit aux pays arabes. Et vous pouvez vous souvenir, par exemple, il y a quelques mois, au moment où il y a eu un accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, les Émirats ont commandé des avions, les chasseurs les plus modernes et américains, F-35, et Israël, elle était complètement, totalement opposée à ce marché d'armes, parce que ça peut créer un certain équilibre. Bon, finalement, les Émirats ne sont pas un pays de franc face à Israël. Donc, toujours, il y a cette puissance militaire, pour revenir à la question, il y a cette puissance militaire et cette avancée que les Israéliens gardent toujours de connivence et d'accord avec les Américains, qui fait qu'ils se sentent invincibles, que personne ne peut les vaincre. Donc ça, c'est ce sentiment de puissance et de supériorité. Et puis, bien sûr, le soutien des États-Unis. Il y a une garantie des États-Unis de soutenir Israël politiquement, militairement, stratégiquement, garder la sécurité d'Israël par l'État le plus puissant du monde. En tout cas, jusqu'ici, c'est l'État le plus puissant du monde, en tout cas militairement, ce sont les États-Unis. Donc, ce sentiment de supériorité militaire et de soutien de la part de l'État le plus puissant, la superpuissance mondiale, fait que Israël se sent invincible, et ça lui permet justement de prendre ces positions intransigeantes, extrémistes, tout ce que vous voulez, et en se sentant que personne ne peut et ne risque rien.
C'est l'enfant gâté des États-Unis. Oui, elle ne risque rien, elle ne risque pas des sanctions, ni qu'on lui suspend, par exemple, les livraisons d'armes, même s'il y a des pressions, mais jamais les États-Unis ont osé suspendre, par exemple, les livraisons d'armes, ou les suspendre temporairement même, ou éventuellement suspendre les aides américaines, politiques et je veux dire économiques et militaires, et qui dépassent tous les ans plus de 3,8 milliards de dollars, le premier pays au monde qui est bénéficiaire de soutien militaire, des dons. Ce sont des dons, ce ne sont pas des crédits, des dons militaires annuels des États-Unis, c'est Israël. Et ça continue depuis l'accord de paix, depuis les années 70. Donc tout ça fait qu'Israël se sente suffisamment en sécurité. Ça lui permet de prendre les décisions de ce qu'elle veut, opprimer, refuser bien sûr, toutes les solutions qu'on lui propose. En sachant très bien que ni les Américains ni personne ne peut vraiment la sanctionner ou l'obliger à faire. Donc le problème se trouve essentiellement chez les Américains, si vous voulez, puisque ce sont eux qui apportent les armes, qui vendent les armes et qui assurent la protection politique et militaire. Vous voyez, il y a 3 tentatives, juste pour revenir à la crise dans les territoires palestiniens. Il y avait 3 tentatives devant le Conseil de sécurité, menées par plusieurs pays du monde, de juste faire sortir une déclaration. Ce n'est pas une résolution, une déclaration sur la situation dans la bande de Gaza qui réclame l'arrêt un cessez-le-feu, l'arrêt des hostilités, donc réclame à Israël d'arrêter son offensive contre la bande de Gaza, etc. Et à chaque fois, ce sont les Américains qui font avorter ces tentatives que le Conseil de sécurité puisse juste faire une déclaration qui n'est pas obligatoire, c'est juste qui a une force presque, je dirais, morale. Ce n'est pas une résolution. Et même une déclaration, ils ne veulent pas qu'Israël soit condamné ou qu'on leur demande, je ne dis pas qu'on leur demande qu'ils arrêtent leur offensive. Comme ça, ils se sentent libres de poursuivre leur offensive contre les Palestiniens. Vous voyez, voilà, c'est un exemple juste tout près de nous, il y a quelques jours, 3 reprises. De toutes les manières, ce qui est curieux, c'est que le président américain Joe Biden a appelé à une désescalade dans le conflit israélo-palestinien en pleine offensive diplomatique pour un cessez-le-feu, alors que les affrontements se poursuivent sur le terrain déclenché le 10 mai. La flambée de violence a coûté la vie à au moins 227 Palestiniens, dont 64 enfants. Un commentaire. Des avions de chasse israéliens ont frappé les résidences d'au moins 6 dirigeants du mouvement palestinien Hamas à Gaza. L'armée prétend que chacun de ces sites abritait des infrastructures militaires. Tandis que les sirènes avertissant de raids aériens hurlaient dans le sud d'Israël aux premières heures de jeudi, le mouvement palestinien, le djihad islamique, revendiquait une nouvelle salve de roquettes. Les tirs de roquettes sur Israël par les groupes palestiniens et les frappes aériennes israéliennes s'étaient poursuivis en soirée. Le président américain a indiqué au Premier ministre israélien qu'il s'attendait à une désescalade significative aujourd'hui vers un cessez-le-feu, a indiqué la Maison-Blanche dans un bref compte-rendu d'un échange téléphonique entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu. Les États-Unis, qui revendiquent une approche diplomatique discrète, ont refusé de soutenir un projet français d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une cessation des hostilités. L'Assemblée générale de l'ONU doit se réunir jeudi au niveau ministériel au sujet du conflit israélo-palestinien. Dans la journée, 7 Palestiniens, dont un homme handicapé, sa femme enceinte et leur fille de 3 ans, ont péri à Gaza, dont les frappes et un 8e a succombé à ses blessures. Un journaliste d'une radio affiliée au Hamas a été tué par un raid sur son domicile. Déclenchée le 8 mai, la flambée de violence a coûté la vie à au moins 227 Palestiniens, dont 64 enfants.
retour à notre invité, Dr Hicham Mourad, professeur de sciences politiques à l'Université du Caire. Dr Hicham Mourad, depuis l'ère du temps, nous suivons de très près des déclarations américaines selon lesquelles il doit y avoir une désescalade de la situation qui appelle à la retenue. Mais est-ce qu'il y a une véritable initiative, une vraie solution, une vraie médiation quant au conflit israélo-arabe? Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Ça n'a pas eu lieu encore, en tout cas. Et en fait, ce sont des déclarations qui sont faites, enfin, je dirais, pour la consommation de l'opinion publique internationale. Il y a des morts par centaines. Vous venez de citer le nombre des Palestiniens qui sont morts, 227. Et il y a une violence et des souffrances humaines très, très importantes. Et la plus grande puissance du monde se devait moralement, que son président se devait au moins de réagir. Hein. Il ne peut pas rester muet. Hein. Il a un devoir moral, au moins, pas seulement moral, bien entendu, mais c'est la moindre des choses, de dire qu'il n'accepte pas, bien sûr, sa violence, il faut qu'il appelle à une désescalade, etc. Mais ce sont des paroles qui ne sont pas suivies d'actes. Finalement, il dit des choses, mais où sont les pressions, où les pressions qui peuvent être exercées par la grande puissance du monde, hein, sur Israël et sur éventuellement les Palestiniens. Rien ne l'empêche pour vraiment parvenir à un cessez-le-feu, pour avoir un arrêt de ces hostilités. Or, il ne fait pas ça. En fait, il gagne du temps. En fait, il achète le temps. Il dit bien sûr, il fait des déclarations, mais en fait, il n'y a pas d'acte. On l'a vu, par exemple, je viens de citer, il y a eu 3 tentatives les quelques derniers jours de faire adopter par le Conseil de sécurité juste une déclaration qui n'a pas la même force, bien sûr, obligatoire d'une résolution. C'est juste une déclaration qui appelle à arrêter, faire cesser les armes des deux côtés, bien entendu. Et alors qu'Israël ne veut pas le faire et apparemment, les États-Unis, ils veulent gagner du temps pour laisser le temps aux Israéliens d'atteindre leur objectif de frapper jusqu'à ce qu'ils décident éventuellement d'arrêter leur offensive. Et à ce moment-là, on va voir éventuellement que les Américains peuvent faire quelque chose. Mais en fait, ils permettent à Israël le temps nécessaire de poursuivre leur offensive tout en même temps, tout en déclarant qu'il faut bien sûr faire une désescalade, il faut arrêter, etc. Mais je sais que ce sont que des paroles. Et bien sûr, les Israéliens comprennent très bien qu'il s'agit uniquement de paroles, puisqu'ils ne subissent pas vraiment une pression réelle pour qu'ils arrêtent leur offensive militaire. Donc c'est un peu un jeu, c'est une sorte de duplicité, tout en disant, voilà, on va faire des déclarations devant l'opinion publique internationale, devant la communauté internationale, qu'il faut bien sûr arrêter la guerre, etc. Comme ça, on peut apaiser l'opinion publique internationale et dire qu'on a fait quand même notre devoir, hein, d'appeler à un arrêt des hostilités. Or, réellement, les acteurs qui sont en place, qui sont concernés, en premier lieu Israël, puisque c'est elle qui a la force majeure, bien entendu, et qui bien sûr, qui provoque des morts, un nombre très important de morts, etc. Docteur Hicham Mourad, nous avons juste à peine 2 minutes pour parler d'Israël. Est-ce que, finalement, le rapprochement de certains pays arabes du Golfe avec Israël, est-ce que ce rapprochement est un plus pour la cause israélo-arabe du côté palestinien, du côté arabe, ou est-ce que ça donne davantage de force aux Israéliens, le fait d'avoir des investissements arabes du Golfe en Israël et d'avoir un rapprochement? Écoutez, ça a été présenté comme quoi ça devait normalement servir la question palestinienne, dans le sens, on ouvre des canaux de communication et de négociation avec les Israéliens pour leur pousser à faire les concessions nécessaires pour parvenir, et pour leur faire montrer les bénéfices, hein, que si jamais ils vont dans ce sens de la réconciliation, enfin d'une paix avec les Palestiniens, ils vont pouvoir bénéficier. Or, ce qu'on voit maintenant sur le terrain, c'est qu'au contraire, ça fait un petit peu, ça joue dans le sens des intérêts des Israéliens, et dire voilà, on bénéficie de cette normalisation économique, etc., avec certains pays arabes.
Alors sans bouger dans le sens d'une paix vraiment avec les Palestiniens. On n'a pas bougé depuis d'un iota, enfin d'un seul pas en avant. Au contraire, ce sont les mêmes pratiques qui sont poursuivies. Se charger des économies africaines. Comment pouvez-vous décrire en quelques secondes ce qu'on appelle les économies africaines, surtout dans une période où plusieurs pays africains passent par une période transitoire, comme le Soudan par exemple? Écoutez, la conférence qui a été tenue pour justement soutenir les économies était essentiellement destinée à pallier je dirais, les conséquences ou l'impact du coronavirus, du Covid-19. Il y avait un ralentissement, une dépression économique, etc. Finalement, la conférence s'est transformée vers une sorte d'appel pour la vaccination en fait, de la population africaine, qui bénéficie ils n'ont que juste 1% de vaccins et ont été distribués en Afrique, alors qu'ils représentent 20% de la population mondiale. Donc, c'était plus un appel vers une vaccination, plus qu'autre chose. Il n'y a pas eu vraiment des promesses. Les promesses d'aide financière, etc., ils ont été reportées à plus tard. Mais essentiellement, le but essentiel pour l'instant, c'est de vacciner le maximum de la population pour pouvoir surmonter les conséquences négatives, bien sûr, de l'expansion éventuelle de la pandémie de Covid-19. Pour juste terminer sur le Soudan, c'est un cas particulier, c'est un pays voisin de l'Égypte, etc. Elle passait par une période très difficile concernant le poids énorme de la dette qui se monte à 60 milliards de dollars. Et là, on a vu pendant la conférence de soutien à la transition au Soudan un effort très important. Il devait y avoir un effacement de presque 40 milliards ou 45 milliards de dollars prochainement, et avec bien sûr des dons qui vont aider le Soudan à surmonter et à payer les arriérés et à pouvoir relancer leur économie. Relancer leur économie, c'est une des conditions aussi pour faire réussir leur transition politique. Donc, il y a une avancée très importante concernant le Soudan. Concernant l'Afrique, comme je viens de le dire, c'est plus dans le sens de lancer une campagne de vaccination et distribuer plus. Et quand on parle des économies africaines, c'est vrai que c'est l'Afrique, mais est-ce que tous les pays africains n'ont pas les mêmes conditions économiques, n'ont pas la même richesse ou n'ont pas la même pauvreté? Donc, est-ce que, en tant que terme politique ou économique, on peut parler dans la globalité d'une économie africaine, ou est-ce qu'il y a quand même des différences selon les besoins de chaque partie? Non, bien sûr, on ne peut pas. Il y a plusieurs niveaux, il y a 3 niveaux, je dirais, économiquement parlant. Il y a 3 niveaux. Il y a des États assez développés où il y a des États riches, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, qui est un des pays de l'OPEP, producteur de pétrole. Et il y a bien sûr d'autres. Et puis il y a des États qui sont un peu de niveau intermédiaire, comme le Sénégal, comme le Kenya, etc., là, comme la Tanzanie. Et il y a des États qu'on appelle les PMA, les pays les moins développés, qui sont, je ne sais pas, une dizaine ou quinzaine d'États qui sont parmi qu'on appelle parfois le quart-monde, c'est-à-dire après le tiers-monde. C'est-à-dire les points les plus pauvres et les plus endettés. Donc, bien sûr, aider les économies africaines ne se fait pas, bien sûr, ni de la même vitesse, ni de la même façon avec tout le monde. Ici, il faut bien sûr s'adresser au cas par cas et selon le niveau d'avance ou de sous-développement de telle ou telle économie africaine. Donc, bien sûr, ça se joue sur plusieurs niveaux. Docteur Hicham Mourad, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Caire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Un sommet très important s'est tenu la semaine dernière à Paris, auquel le chef de l'État a pris part. Et parmi les sujets épineux ayant été discutés, l'escalade de la situation à Gaza, la situation sociale, la situation politique, la situation sanitaire et les besoins de Gaza, l'initiative égyptienne vis-à-vis de Gaza, aussi l'Afrique était au cœur des discussions. Et puisque l'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte au niveau politique, comment booster les différentes économies africaines dans leur diversité et en même temps le Soudan dans sa période transitoire, comment le soutenir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très bonne fin de soirée et à la prochaine.